Deuxième partie de ce cours, donc nous en sommes à la dégranulation des mastocytes. Au sein des mastocytes, deux types de médiateurs qu'on appelle de façon conventionnelle primaire et secondaire. Les primaires sont des médiateurs qui vont agir immédiatement après la dégranulation parce qu'ils sont déjà formés. Les secondaires, leur synthèse va se mettre en place une fois le mastocyte activé. La réponse sera donc retardée. Alors vous avez ici toute une série de médiateurs qu'on va rencontrer dans les mastocytes et qui jouent un rôle dans ces phénomènes d'allergie de type 1, je dirais. Vous avez à la fois des médiateurs primaires comme l'histamine, la sérotonine, certaines enzymes, et des médiateurs secondaires dont les plus connus sont certainement les leucotriènes et les prostaglandines ainsi que les cytokines. L'histamine, c'est indiscutablement le principal composant des granules des mastocytes. C'est l'histamine qui va être responsable de la plupart des effets immédiats de ces phénomènes allergiques. Et comme vous le savez, il existe plusieurs types de récepteurs à l'histamine, notamment au niveau de l'estomac, notamment au niveau du système nerveux central, et les récepteurs qui nous intéressent surtout, qu'on appelle H1, qui vont intervenir dans les effets de l'histamine au niveau de la sphère ORL, au niveau des poumons et au niveau de la peau. Les leucotriènes sont quant à eux des médiateurs secondaires. On considère généralement qu'ils ont le même type d'effet que l'histamine, mais qui vont survenir de façon prolongée et plus intense. Autres médiateurs secondaires des cytokines de l'inflammation que vous connaissez, tels que le TNF-alpha, qui jouera un rôle notamment dans le choc en provoquant ce qu'on appelle une vasoplégie, une vasodilatation qui ne répond plus au mécanisme de la régulation et qui pourra être responsable d'effets sévères lors d'allergies systémiques, je dirais. D'autres médiateurs secondaires vont contribuer au recrutement de cellules inflammatoires sur le site où le phénomène allergique a commencé, avec notamment le recrutement de cellules très importantes dans l'allergie que sont les éosinophiles. Donc retenir qu'il y a dans ces phénomènes d'hypersensibilité de type 1 deux phases, une phase immédiate notamment liée à l'histamine et une phase plus tardive liée aux médiateurs secondaires et au recrutement de cellules inflammatoires telles que les éosinophiles et les neutrophiles. Alors, on a déjà cité des exemples de phénomènes d'hypersensibilité type 1 comme le rhume des foins, la dermatite atopique, mais comme je l'ai dit en préambule, la dermatite atopique est une sorte de mélange de différents modes d'allergie, du type 1 mais également probablement du type 4. L'asthme, le choc anaphylactique et bien évidemment des réactions médicamenteuses. Probablement qu'en dentisterie, une des allergies qui est souvent redoutée, en tout cas dans les phénomènes immédiats, donc les phénomènes de type 1, c'est l'allergie aux anesthésiques utilisés. Et donc j'ai repris ici à titre purement exemplatif un article récent qui fait une petite revue sur l'allergie à la lidocaïne, à la xylocaïne, etc., avec les mécanismes qui sont souvent postulés, et le fait qu'on considère généralement que ce sont des phénomènes extrêmement rares. Comment peut-on diagnostiquer les phénomènes d'hypersensibilité de type 1 ? Eh bien, le plus souvent, mais pas toujours, les patients qui sont sujets à ce type d'hypersensibilité ont des concentrations totales d'IgE accrues, mais il est bien évident que si on veut préciser les choses et dire à quel allergène votre patient est allergique, il faut mettre en évidence dans son sang un accroissement des IgE spécifiques de l'allergène donné. Et donc, il y a toutes sortes de tests qui font ça, qu'on appelle historiquement des RAST, bien que le R, c'est pour radioactivité. Les tests modernes ne se basent plus sur des réactifs couplés à des isotopes. On peut également réaliser des tests cutanés, des tests de provocation, soit en épicutané, soit en intradermique, selon les cas. Quant au traitement,
Le traitement que tout le monde connaît, ce sont des médicaments qui vont bloquer l'activité des médiateurs en question, tels que les antihistaminiques ou les antileucotriènes, mais d'autres types de traitements existent, notamment un immunosuppresseur classiquement utilisé notamment pour prévenir les rejets de greffe, a une action sur les mastocytes et peut bloquer la dégranulation des mastocytes, la cyclosporine. On a des médicaments qui vont aller se fixer aux IgE en empêchant directement l'activation des mastocytes. C'est notamment un monoclonal dirigé contre les IgE qu'on appelle l'Oxolair. Mais on peut également agir plus en amont sur tout ce qui est la différenciation TH2, la production d'IL4, l'action de l'IL4. Donc on a un monoclonal qui agit sur le récepteur de l'interleukine 4 qu'on appelle le dupilumab, et on a un traitement qui est ancien, n'est-ce pas, parce qu'il est intuitif, qui est la désensibilisation allergique que vous connaissez, qui est en fait un moyen de reprogrammer le système immunitaire et de faire une réponse qui n'est pas une réponse TH2, mais qui va favoriser la production d'autres types de classes d'anticorps que les IgE. Donc le principe de la désensibilisation qu'on est parfois amené à utiliser si on veut absolument donner un médicament donné à un patient, par exemple un antibiotique qu'il est nécessaire de donner au patient, on pourra préalablement le désensibiliser en lui injectant de petites doses de cet antibiotique, ce qui va permettre de stimuler des T-régulateurs qui vont petit à petit inhiber la différenciation TH2, la production d'interleukine 4 et ainsi réduire la quantité d'IgE dirigée contre le médicament donné. Alors bien évidemment, les corticoïdes, vous savez, sont très utilisés dans le traitement des phénomènes allergiques, et les corticoïdes vont agir surtout sur cette phase tardive, notamment le recrutement des cellules inflammatoires par toute une série de cytokines et de chimiokines pro-inflammatoires. L'interleukine 5 est une de ces cytokines qui recrute les éosinophiles, et on dispose là aussi d'un monoclonal qui va agir sur cette voie. Je rappelle, comme je l'ai dit plus haut, que toutes les activations mastocytaires ne sont pas allergiques, tout comme les manifestations asthmatiques ne sont pas toujours allergiques. Voici un exemple d'éruption urticarienne qui n'est clairement pas un phénomène allergique dans la plupart des cas. Voici un équivalent urticarien qui est de l'angioedème. Et donc, je crois que c'est très important évidemment pour les dentistes de se souvenir ce que sont les angioedèmes. Il y a deux grandes familles d'angioedèmes. Les angioedèmes qui sont dits bradykiniques. Bon, vous avez vu sur une des dias précédentes qu'il pouvait y avoir un peu de bradykinine dans les granules des mastocytes. Néanmoins, le plus souvent, les angioedèmes bradykiniques ne sont pas liés à la dégranulation des mastocytes, mais sont parfois liés à des médicaments qui vont bloquer la dégradation de la bradykinine. C'est le cas des inhibiteurs d'enzymes de conversion qu'on donne dans l'hypertension et que beaucoup de patients reçoivent. Donc si vous avez un patient qui fait ce type de phénomène, la première chose à demander, c'est s'il ne prend pas dans son traitement d'hypertension, cette petite fille ne prend probablement pas de traitement antihypertenseur, mais chez les personnes plus âgées, s'assurer que les personnes ne reçoivent pas d'inhibiteurs d'enzymes de conversion. Si c'est le cas, il y a 9 chances sur 10 que ce soit la cause du problème et que le phénomène ne se reproduise pas en arrêtant le médicament en question. Dans de rares cas, et on l'a vu quand on a parlé du complément, il s'agit de phénomènes génétiques qui sont liés à un déficit d'inhibiteurs de C1 estérase qui va là aussi favoriser une production accrue de bradykinine. Néanmoins, la plupart des angioedèmes qu'on est amené à voir en consultation, c'est chez des personnes qui ont soit des phénomènes asthmatiques, soit des phénomènes urticariens, et donc un problème associé à une sorte d'instabilité des mastocytes. Et ce sont donc ce qu'on appelle les angioedèmes histaminiques qui répondront le plus souvent au traitement de l'urticaire ou de l'asthme, soit des antihistaminiques, soit de la cyclosporine, soit dans certains cas d'Uxolair, de l'omalizumab.
Certains patients signalent également des phénomènes qui ont l'air d'être allergiques, qui seront le plus souvent pseudo-allergiques, à l'aspirine et aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc les allergies au sens strict du terme, c'est-à-dire IgE dépendantes, sont rares. Le plus souvent, il s'agira là aussi d'une modification dans la production de tous ces médiateurs comme les leucotriènes, parce que l'inhibition de la cyclooxygénase responsable de leur synthèse va modifier la balance de ces différents médiateurs avec des phénomènes de type qui évoquent des phénomènes d'hypersensibilité de type 1 mais qui n'en sont pas toujours. Ceci, ce sont des détails qui reprennent les différents modes de réaction allergique ou pseudo-allergique aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et à l'aspirine. Ceci termine les phénomènes d'hypersensibilité de type 1 et les allergies. Très rapidement, parce que ça concerne certainement moins les dentistes, 2-3 mots sur ce qu'on appelle hypersensibilité de type 2. Donc il s'agit ici de phénomènes dans lesquels la cellule de l'hôte, la cellule du patient, va être agressée par des anticorps. Et cette agression pourra être liée soit à une activation du complément, soit à des phénomènes d'ADCC, donc l'activation de cellules qui vont libérer des médiateurs cytotoxiques et abîmer la cellule en question. Alors, si on veut d'un point de vue allergique et médicamenteux, la situation la plus classique, c'est quand un médicament va se fixer à la surface d'une cellule, que des anticorps contre le médicament se sont développés chez le patient, et les anticorps vont se fixer sur le médicament, mais entraîner secondairement la destruction de la cellule elle-même. Donc il y a des cas d'anémie hémolytique médicamenteuse qui sont évidemment fort rares puisque les médicaments en question sont rapidement éliminés de la pharmacopée, mais on trouve encore de rares cas d'allergie, d'hypersensibilité de type 2 qui se traduisent par ce type d'anémie hémolytique. Alors, là aussi, le fait que le mot hypersensibilité est parfois utilisé pour des phénomènes qui ne sont pas du tout des hypersensibilités au sens premier du terme. On décrira dans le rejet des allogreffes, dans les réactions transfusionnelles, dans l'érythroblastose fœtale par incompatibilité Rhesus, dans certaines maladies auto-immunes, on parlera d'hypersensibilité de type 2 parce que les mécanismes en cause, donc la destruction d'une de nos cellules, soit par l'intermédiaire du complément, soit par l'intermédiaire d'ADCC, est également impliqué. On passe à une hypersensibilité probablement plus importante en médecine en général, qui est les maladies à complexe humain. Donc ici, le phénomène est différent. Il ne s'agit pas de la destruction d'une cellule du patient par des anticorps et le complément. Il s'agit de la formation de complexes humains entre des anticorps et par exemple une bactérie qui serait représentée ici en vert, ou bien un médicament, ou bien toute autre substance. Et ce sont ces complexes humains qui vont se déposer dans toute une série de tissus et y provoquer des réactions inflammatoires qui vont secondairement altérer le tissu. Donc ce n'est pas une atteinte directe de la cellule du patient par des anticorps, c'est la constitution de complexes humains entre des anticorps et autre chose, par exemple des bactéries ou des médicaments, et ce dépôt de complexes humains qui va provoquer des phénomènes inflammatoires essentiellement au niveau vasculaire. Donc c'est ce qu'on vient de dire, ça résulte, les phénomènes d'hypersensibilité de type 3 résultent du dépôt le plus souvent généralisé de complexes humains. Et ce qu'il est important de noter, mais je pense que ça vient plus loin, ces complexes humains se déposent typiquement là où les vaisseaux se sont différenciés pour la filtration. Le complexe humain se forme au niveau du sang. Le sang apporte les complexes humains dans tous les tissus, mais les lésions inflammatoires ne se produisent que si le complexe humain peut être filtré et se retrouver dans l'espace interstitiel.
Et les sites au sein desquels cela peut se produire, ce sont des sites spécialisés dans la filtration, comme les glomérules du rein, les synoviales articulaires ou les plexus choroïdes au niveau du système nerveux central. Et c'est là que les lésions inflammatoires se produiront. Alors bien évidemment, il existe dans certains cas des formations de complexes humains dans un tissu, et donc forcément le phénomène restera localisé puisque le complexe humain ne sera pas transporté par le sang, et c'est ce qu'on appelle phénomène d'Artus, on va y venir plus tard. Alors on va rencontrer ces phénomènes d'hypersensibilité de type 3 en réponse notamment à des traitements. Donc c'est le cas dans la maladie sérique quand on traite un patient avec un sérum provenant d'un animal qu'on a immunisé contre une toxine par exemple qu'on administre au patient, dans des allergies médicamenteuses sensu stricto, dans des maladies auto-immunes, on y viendra dans le prochain cours, mais aussi dans des infections. Les complexes humains entre le microbe et les anticorps se déposeront notamment au niveau des glomérules ou des synoviales du patient et pourront y provoquer des phénomènes inflammatoires secondaires. Alors comment ces complexes humains provoquent-ils ces dégâts inflammatoires? Évidemment, un complexe humain active la voie classique du complément, et donc le complément il a une sorte de double rôle. Comme on va le voir sur la dia suivante, le fait que les complexes humains se recouvrent de C3b va favoriser leur élimination, mais la cascade se poursuit, en tout cas dans certains cas, et l'émission de certains médiateurs comme le C5a, qui est puissamment pro-inflammatoire, va contribuer aux dégâts inflammatoires provoqués par les complexes humains. Néanmoins, il semble que globalement le complément ait un rôle protecteur. Si on additionne les bénéfices du C3b et les effets pro-inflammatoires du C5a, globalement le complément est plutôt protecteur. Et on estime que un des moyens par lesquels les complexes humains provoquent de l'inflammation, c'est en activant directement les macrophages, qui possèdent plusieurs types de récepteurs, et un récepteur qui notamment est activé par les complexes humains et va se traduire par la libération de toute une série de cytokines inflammatoires ou de produits d'enzymes lytiques, etc., qui vont contribuer à la dégradation des tissus. Voilà, c'est ce que je vous disais concernant le double rôle du complément. Ce rôle protecteur via la formation de C3b qui va opsoniser les complexes humains et favoriser leur élimination. Mais par contre, ce rôle pro-inflammatoire de C5a qui va diffuser, recruter des cellules inflammatoires, les activer, etc. Ça, c'est l'histoire des différents types de récepteurs à la surface des macrophages. Certains récepteurs qui vont reconnaître plutôt les immunoglobulines libres non fixées à leur antigène sont des récepteurs qui contribuent à maintenir le macrophage au repos. C'est le cas du Fc gamma R2b. Par contre, d'autres récepteurs comme le Fc gamma R3 seront plutôt activés par les complexes humains et contribueront au phénomène inflammatoire. Cette balance des deux types de récepteurs est importante parce que c'est probablement un des moyens par lesquels l'administration d'immunoglobulines aux patients à haute concentration, ce qu'on appelle ici IVIC, donc immunoglobuline intraveineuse, va stimuler plutôt le récepteur de type inhibiteur, le Fc gamma R2b, et mettre ainsi le macrophage au repos. À l'inverse, les complexes humains vont quant à eux plutôt se fixer sur le Fc gamma R3 et contribuer à des phénomènes inflammatoires. C'est la raison pour laquelle dans beaucoup de maladies qui ne sont pas des maladies d'immunodéficience, on va traiter les patients par des anticorps libres à haute concentration, donc des IVIG comme on l'a vu sur la diapositive précédente. Alors certaines de ces maladies on peut les considérer comme des maladies à complexe humain, mais dans la plupart des cas, il s'agit de maladies inflammatoires qui ne sont pas spécifiquement liées à des complexes humains, mais dans lesquelles l'activation macrophagique joue un rôle et pour lesquelles le fait d'administrer des immunoglobulines libres,
IVIG va permettre de mettre le système au repos. Alors comme on l'a vu, comme je l'ai dit plus haut déjà, dans la plupart des cas, les complexima se forment au niveau du sang et vont se déposer au sein des tissus, au sein desquels de la filtration a lieu, c'est-à-dire les glomérules, les synoviales, les plexus choroïdes. Donc ça va nous donner des lésions à ce niveau-là, glomérulonéphrite, arthrite, etc. Et plus généralement des vascularites, puisque la filtration peut se produire dans tous les tissus, et c'est au sein de tous ces tissus que des lésions périvasculaires vont se produire. Dans certains cas, le complexima se forme non pas au niveau du sang, mais au niveau d'un tissu. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'Artus. Vous en avez ici une représentation. Si un patient possède des anticorps contre un antigène donné et qu'on injecte l'antigène dans la peau, eh bien le complexima va se former au sein du tissu lui-même et recruter localement les cellules inflammatoires dont on a parlé plus haut. C'est aussi ce qui se produit dans un phénomène appelé le poumon de Fermier, où le patient a des anticorps, mais l'antigène va arriver dans le tissu non pas par voie sanguine, mais par voie aérienne. C'est une maladie qu'on peut rencontrer dans toute une série de situations, mais qui est notamment, on parle de poumon de Fermier parce qu'elle est liée à des antigènes d'origine infectieuse, donc des champignons qui poussent sur le grain, et donc les gens qui travaillent dans les silos sont exposés à ce type de phénomène. Alors évidemment, il faut s'interroger sur la raison pour laquelle les complexima provoquent ces lésions inflammatoires, puisque il est tout à fait physiologique de faire des complexima à tout moment, notamment dans les suites d'une infection, d'une vaccination ou d'élimination de différentes molécules altérées. Donc en fait, ce qui va déterminer la dangerosité des complexima, c'est avant tout leur taille. Et les mécanismes de leur élimination. Certaines personnes présentant des anomalies génétiques, notamment au niveau de certaines protéines du complément, vont éliminer les complexima de façon trop lente et auront une propension à faire plus de maladies à complexima que les autres. Mais la taille de ces complexes est également importante, et c'est ce qui est représenté par le petit graphique de la diade numéro 60, ou quand on obtient une équivalence entre la quantité d'antigènes et la quantité d'anticorps, étant donné qu'un anticorps peut fixer 2 épitopes et qu'un même antigène peut avoir plusieurs épitopes, on peut ainsi avoir la constitution de gros complexes qui sont formés de plusieurs anticorps, de plusieurs molécules antigéniques, et ce sont ces complexima qui vont faciliter le dépôt et l'activation des mécanismes de l'inflammation. Il y a un côté temporel dans tout ça, puisque évidemment, si on injecte, admettons, un médicament à un patient, il va petit à petit se dégrader, des anticorps vont éventuellement se former, et c'est au moment où les deux courbes de concentration vont se croiser, donc pendant une période de quelques jours, que ces gros complexes vont se former. On pourrait dire la même chose dans une infection, par exemple. Quand l'infection se termine, la quantité d'antigènes infectieux va diminuer. Les anticorps, eux, sont en train de monter, et donc il y a une fenêtre de temps de quelques jours pendant lesquels ces complexima peuvent poser problème. Alors, bon, ça c'est ce qui se passe dans une infection aiguë, et on observe par exemple, pas systématiquement du tout bien entendu, mais il y a des descriptions de cas de maladies à complexima dans les suites d'une mononucléose, dans les suites d'une malaria, etc. Le problème, c'est certaines infections chroniques dans lesquelles la charge microbienne est relativement constante au fil du temps, puisque l'infection est chronique, et pour autant que la quantité d'anticorps contre le microbe en question soit adéquate, ces complexima pathogènes vont se former et vont persister pendant des mois, voire des années. Et c'est décrit notamment chez certains patients qui ont une hépatite C chronique, des infections bactériennes silencieuses au niveau d'une valve cardiaque, ce qu'on appelle des endocardites bactériennes subaiguës, voire même, je ne vais pas détailler ça, mais il y a des descriptions dans la littérature, dans certains cas, de parodontite.
Alors, certains complexes humains ont des propriétés très particulières et ils peuvent intervenir en pathologie comme marqueurs et ça vaut la peine que vous ayez entendu parler de ces complexes humains au moins une fois. Alors, un de ces complexes humains, c'est ce qu'on appelle le facteur rhumatoïde. Donc, le facteur rhumatoïde, c'est un complexe humain qui est formé généralement d'une IgM, que vous reconnaissez ici à sa structure pentamérique, qui est dirigée contre la partie Fc d'une IgG. Donc c'est un complexe humain très particulier constitué de deux anticorps, l'un qui reconnaît l'autre par sa partie FAB. Alors ces facteurs rhumatoïdes, on va les rencontrer dans toute une série de situations pathologiques caractérisées par une activation chronique du système immunitaire et de la production d'anticorps. Les mécanismes responsables de leur formation sont encore imparfaitement connus. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut les trouver chez des sujets âgés qui n'ont pas a priori de maladie immunologique. On peut les trouver dans des infections chroniques, je viens de vous parler de l'hépatite C, ça peut être le cas. On peut les trouver de façon transitoire dans des infections plus aiguës comme la mononucléose. Et on peut les trouver aussi dans certaines maladies auto-immunes. Et la première maladie auto-immune dans laquelle ces facteurs rhumatoïdes ont été découverts, c'est la polyarthrite rhumatoïde, dont je vous parlerai dans le cours sur l'auto-immunité. Néanmoins, on s'est aperçu par la suite que ce facteur rhumatoïde, vous avez compris pourquoi on l'avait appelé ainsi, c'est parce qu'il avait été découvert pour la première fois chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, mais on s'est aperçu par la suite que ce n'était pas un marqueur ni spécifique ni sensible de la polyarthrite rhumatoïde, puisque dans les polyarthrites rhumatoïdes débutantes, le facteur rhumatoïde est négatif, donc ce n'est pas une bonne sensibilité, et que par ailleurs, on peut trouver des facteurs rhumatoïdes dans d'autres situations, y compris chez les sujets sains, âgés, donc ce n'est pas non plus un marqueur spécifique. Alors juste une dia qui anticipe ce que je vous dirai sur la polyarthrite rhumatoïde dans le prochain cours. Vous avez ici des mains qui sont sévèrement déformées par un processus inflammatoire chronique qui a abîmé les articulations et tout le système de ligaments et de tendons par l'inflammation. Alors un autre type de complexe humain très particulier, qui sont d'ailleurs des facteurs rhumatoïdes, mais des facteurs rhumatoïdes qui ont eux-mêmes des propriétés encore plus particulières, ce sont les cryoglobulines. Les cryoglobulines, ce sont donc des complexes humains, des facteurs rhumatoïdes qui, par toute une série de modifications liées au processus pathologique, ont perdu leur stabilité quand on refroidit le sérum. Et donc, vous avez chez les patients qui ont une cryoglobuline, ces complexes humains qui vont précipiter, qui vont perdre leur solubilité quand le sang se refroidit, pas nécessairement à 4 degrés, hein, mais quand le sang se refroidit, par exemple au niveau des extrémités, quand on va dans le froid, eh bien, on pourra avoir une précipitation de ces facteurs rhumatoïdes avec des phénomènes inflammatoires ou des phénomènes ischémiques secondaires. Une maladie chronique qui est très souvent associée à des facteurs rhumatoïdes ayant des propriétés de cryoglobuline, c'est précisément l'hépatite C. Et donc là, c'est une image qui montre le précipité en question et les images cutanées provoquées par la précipitation de la cryoglobuline en question. Alors on décrit aussi d'autres cryoglobulines qui sont totalement différentes, qui sont en fait des protéines, des anticorps produits par des myélomes par exemple, qui ont par le côté tumoral des plasmocytes qui l'ont synthétisé, qui ont des modifications de leur stabilité. On appelle ça des cryoglobulines monoclonales, mais nous ne les aborderons pas dans ce cours. Les cryoglobulines dont je viens de parler, qu'on rencontre dans les états inflammatoires chroniques, sont des cryoglobulines mixtes composées de deux types d'immunoglobulines. Donc, encore une fois, la mise en évidence d'une cryoglobuline chez un patient doit avant tout faire rechercher une hépatite C. Alors, on rencontre aussi des cryoglobulines, bien évidemment, dans d'autres infections chroniques. Alors, comment diagnostique-t-on ces phénomènes d'hypersensibilité de type 3 ? La mise en évidence des complexes humains est rarement diagnostique parce qu'en fait, comme je l'ai dit en préambule,
tout le monde peut avoir des complexes humains et qui ne sont pas nécessairement pathogènes. On peut rechercher le facteur rhumatoïde en tant que tel, on peut mettre en évidence les cryoglobulines tout simplement en refroidissant le sérum du patient. Ce qui est probablement intéressant quand on suspecte une maladie à complexe humain, c'est mettre en évidence la consommation du complément. Puisque même si le complément a un rôle protecteur, le complément sera systématiquement activé quand il y a un dépôt important de complexe humain. Et donc on peut doser certains facteurs du complément ou demander un test qui va évaluer l'intégrité de la cascade du complément depuis C1 jusqu'à C9 qu'on appelle le CH50. On peut aussi réaliser des biopsies des tissus au sein desquels on suspecte de l'inflammation liée au complexe humain et rechercher par immunohistochimie des dépôts de compléments, notamment des fragments de C3 ou de C4, qu'on appelle C3D ou C4D, qui auraient pu s'y déposer. Quant au traitement, évidemment, si l'hypersensibilité de type 3 est liée à un médicament, on arrête le médicament. S'il est lié à une infection, on essaie de guérir l'infection, par exemple une hépatite C. On peut aussi détruire dans certains cas les lymphocytes B pour arrêter la production de l'anticorps qui va constituer le complexe humain. On peut retirer les complexes humains du plasma par une technique appelée plasmaphérèse. Et puis bien évidemment, souvenez-vous, on peut rendre des immunoglobulines libres qui en quelque sorte vont contrebalancer l'effet pro-inflammatoire des complexes humains en allant se fixer sur le récepteur des macrophages qui est plutôt le récepteur inhibiteur. Et bien évidemment, tous les anti-inflammatoires stéroïdiens de type méthylprednisolone seront également utiles dans certains cas. Ça termine la deuxième partie de ce cours sur les allergies et hypersensibilités.